Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Le livre présenté ici est un document sur la découverte mutuelle et les échanges entre Européens et Japonais, depuis l'arrivée des premiers Européens au Japon, en 1542 ou 1543 selon les sources, jusqu'à la fermeture du pays vers 1639. Il présente en particulier de nombreux témoignages européens et japonais de l'époque, traduits en français en grande partie par l'auteur elle-même à partir des documents disponibles. L'arrivée des Européens a lieu vers la fin d'une période marquée par un morcellement du pays et des rivalités et guerres internes, période suivie par la réunification du pays sous L'. Impulsion de chefs militaires qui prennent le pouvoir, Oda Nobunaga en 1568, shogun de 1573 à 1582, Hideyoshi Toyotomi, Kampaku, de 1582 à 1598, et Ieyasu Tokugawa, qui supplante l'héritier des Toyotomi et devient shogun en 1603, poste qu'il lègue à son fils tout en gardant la réalité du pouvoir. Son petit-fils Iemitsu sera shogun de 1623 à 1651, et la dynastie des Tokugawa se poursuivra jusqu'en 1867. Les seigneurs locaux, daimyo, dit aussi parfois seigneurs de guerre selon par exemple le titre d'une exposition récente au musée Guimet, perdent peu à peu leur pouvoir. Les échanges mouvementés avec les Européens s'y sont ajoutés, avec un souhait a priori réciproque de développer le commerce et un accueil au départ bienveillant de la religion catholique. Mais la crainte de la colonisation à travers le tandem commerce-évangélisation, l'attitude parfois agressive des chrétiens envers les religions et coutumes locales, destruction de temples et statues bouddhiques, et le souci des dirigeants de maintenir leur pouvoir face à la concurrence du Dieu chrétien et de seigneurs locaux pro-chrétiens, et plus généralement la crainte des influences étrangères, mèneront à la répression du christianisme et à la fermeture du pays. En Europe, les Pays-Bas ont proclamé leur indépendance de l'Espagne en 1581. La même année, Philippe II d'Espagne s'est proclamé roi du Portugal dont il a hérité. Ainsi s'établit la rivalité entre Espagne et Portugal réunis et Pays-Bas. Hollandais et Anglais, intéressés d'abord par le commerce, supplanteront au Japon, au XVIIe siècle, les Portugais et les Espagnols qui recherchaient aussi l'évangélisation du pays. Ils n'hésiteront pas à accuser les Espagnols de vouloir coloniser le Japon, et les Hollandais auraient prouvé leur soutien aux Tokugawa en ouvrant le feu sur la rébellion en partie catholique de Shimabara, 1637 à 38, à Kyushu. Cela n'empêchera pas la fermeture du pays, y compris à leur encontre, à l'exception du comptoir hollandais de Dejima à Nagasaki qui sera le seul point de contact européen jusqu'à la réouverture du pays au XIXe siècle. L'introduction du livre décrit l'élargissement de la connaissance à la Renaissance, la recherche de nouvelles voies maritimes vers l'Extrême-Orient et l'arrivée au Japon des premiers Européens, des Portugais, sur l'île de Tagenashima, au sud de Kyushu, la plus méridionale des grandes îles du Japon, où se trouve Nagasaki qui sera un des hauts lieux du catholicisme japonais. Des témoignages européens et japonais sur cette arrivée sont présentés. Un témoin local raconte l'arrivée d'un grand navire. On ne sait d'où il vient. La physionomie de ses passagers n'a pas son égale, et leur langue ne se comprend pas. Ceux qui les regardent les trouvent curieux et étranges. L'évolution du Japon qui a suivi est ensuite brièvement esquissée. L'éloignement, la longueur des trajets et les caractéristiques du pouvoir japonais expliquent que, de même alors que la Chine, le Japon n'ait pas subi le sort des pays conquis en Afrique et en Amérique par les Européens. Le livre est ensuite divisé en 4 parties largement autonomes. La partie 1 présente les témoignages d'Européens ayant vécu au Japon et ayant été des acteurs directs d'échanges avec les Japonais dans les domaines religieux, politiques et commerciaux. Ces témoignages portent sur les mœurs et coutumes japonaises, mais aussi sur l'histoire et l'état politique et social du pays et sur les relations avec ses autorités. Les questions liées à l'évangélisation seront développées dans la partie 3. Le chapitre 1 présente les premiers témoignages sur les mœurs et coutumes japonaises, dont celui de Jorge Alvarez, capitaine et marchand portugais,
écrit en 1547 pour son ami François-Xavier, jésuite, et celui de François-Xavier lui-même, arrivé en 1549 au Japon, où il restera jusqu'en 1551 pour l'évangéliser. Le chapitre 2 présente les témoignages de Portugais, Italiens et Espagnols, présents les premiers. Les Portugais Luís de Almeida, marchand devenu jésuite et ayant mis sa fortune au service de la mission, Luís Frois et João Rodrigues, jésuites, les Italiens Organtino Soldo et Alessandro Valignano, jésuites. Valignano a joué un rôle important dans l'évolution des méthodes des évangélisation, voir ci-dessous, et Francesco Carletti, marchand et navigateur, puis les Espagnols Marcelo de Ribadeneyra, franciscain à Villa-Giron, marchand, et Don Rodrigo de Vivero y Verasco, ancien gouverneur des Philippines. À la différence des précédents qui évoquaient souvent une grande misère, ce dernier découvre en 1609 un pays pacifique et prospère. Les témoignages de Hollandais et Anglais, arrivés plus tard, sont présentés dans le chapitre 3. Le Hollandais François Caron, directeur du comptoir d'Irado à Kyushu, et les Anglais William Adams qui deviendra conseiller de Ieyasu, John Sari, amiral, et Richard Cox qui sera directeur des comptoirs d'Irado et de Nagasaki avant la fermeture du pays. La partie 2 évoque ensuite les réactions des Japonais. Le chapitre 4 évoque leur réaction face au catholicisme. De nombreux Japonais se convertissent et seront prêts au martyre, mais des écrits traduisent aussi une hostilité d'une partie de la société à son égard, liée au comportement agressif de certains chrétiens. Un autre aspect ressort de certains écrits, la dénonciation de comportements tels que l'achat et la traite d'esclaves japonais par certains marchands occidentaux. Le chapitre 5 évoque de son côté l'enthousiasme des Japonais envers les techniques et sciences occidentales, à commencer par les arquebuses introduites par les premiers Européens, et qui ont en partie permis à Oda de prendre le pouvoir, la construction navale, les techniques de navigation, la médecine, les méthodes occidentales d'imprimerie, dont le succès fut cependant relatif. L'imprimerie existait déjà depuis des siècles sous d'autres formes en Asie. Après la fermeture du pays, cet intérêt pour les sciences occidentales se poursuivra de manière plus difficile. La partie 3 revient sur l'histoire du christianisme. Dans un pays où coexistent bouddhisme, confucianisme et shintoïsme, la nouvelle religion est au départ bien accueillie par Oda, car elle concurrence le pouvoir de sectes bouddhiques dont il cherche à réduire l'influence. Mais Hideyoshi craindra que l'influence du christianisme auprès de seigneurs locaux ne nuise à l'unification du pays et à son pouvoir, et ordonnera en 1587 l'expulsion des missionnaires. Malgré une certaine tolérance, 26 chrétiens seront exécutés en 1597 après des rumeurs de complot. Un certain développement de l'Église aura cependant lieu sous Ieyasu, mais la méfiance l'emportera et conduira à l'interdiction du christianisme en 1614 et à sa persécution sanglante. Le chapitre 6 présente les débuts de l'évangélisation avec les écrits de jésuites, dont François-Xavier, sur les disputations organisées avec des bouddhistes. La méthode d'abord agressive d'évangélisation, s'en prenant aux religions et coutumes locales, sera suivie d'une méthode plus souple d'adaptation qui ne sera cependant pas adoptée par tous les missionnaires. Face aux écrits dénonçant la morale et les religions japonaises, des écrits bouddhistes et confucianistes, chapitre 7, mettront en accusation le christianisme. Un dernier chapitre, chapitre 8, analysera plus en détail les causes de la persécution des chrétiens et de la fermeture du pays. Une partie importante du livre, partie 4, est ensuite consacrée à un autre aspect intéressant des relations entre Européens et Japonais pendant cette période, les ambassades japonaises pro-chrétiennes auprès des papes et des rois d'Espagne et du Portugal, qui eurent un grand écho en Europe, celle des chrétiens adolescents en 1553 à 1557 et 1582 à 90, chapitre 9, et L', ambassade d'Atsotello à Sekura à partir de 1613, chapitre 10. Cette dernière, organisée par le puissant seigneur pro-chrétien Doshu au nord du Japon, l'était au départ en accord avec le pouvoir central qui en espérait des retombées commerciales, mais le fut vite en opposition à ce pouvoir après l'interdiction du christianisme en 1614. Les ambassadeurs, reçus partout avec de grands honneurs, expriment dans leurs lettres au pape et au roi d'Espagne leur espoir de voir prendre le pouvoir avec l'aide des chrétiens persécutés. C'était ce que redoutaient les Tokugawa. L'émergence d'un puissant seigneur qui, avec l'aide des chrétiens et du roi d'Espagne, les renverserait.
Les autorités en Europe ont été elles-mêmes méfiantes, et date renoncera à soutenir les chrétiens. Une section du chapitre 10 évoque la rencontre des ambassadeurs avec des Français à Saint-Tropez. La conclusion du livre revient sur la réouverture du Japon au XIXe siècle et l'évolution qui a suivi. 2 articles complémentaires que l'auteur avait demandé à 2 spécialistes complètent son texte. Madame Ritsuko Oshima Suzuki, spécialiste de la Chine, professeure à la Toyo Bunko Oriental Library de Tokyo, une des plus grandes bibliothèques d'études orientales, revient sur l'importance du livre de Marco Polo dans l'intérêt des Européens pour l'Extrême-Orient. Le professeur Eiji Hattori, auteur de nombreuses publications d'études comparatives des civilisations, qui a occupé de nombreuses hautes fonctions à cet égard et a été entre autres conseiller spécial auprès du directeur général de l'UNESCO, revient sur le christianisme au Japon et son influence dans la vie et l'art. Le manuscrit de ce livre, le dernier de l'auteur, était quasiment terminé depuis longtemps, mais une longue maladie l'a empêché de mener elle-même à bien sa publication. Nous n'avons pas modifié son texte, mais avons présenté de manière cohérente les divers chapitres qu'elle avait écrits. Nous espérons qu'il contribuera à un des buts auxquels elle s'était dévouée dans la dernière partie de sa vie. Une meilleure connaissance réciproque entre l'Europe et le Japon en dépit des aléas et des tragédies de l'histoire. Daniel Jagolnitzer. Note. 1. Les sigles SJ et OFM réfèrent à la Société de Jésus, jésuite, et à l'Ordre des Frères mineurs franciscains. La Nouvelle-Espagne, en abrégé NE, réfère à la colonie espagnole se situant autour du Mexique actuel. 2. Le lecteur intéressé pourra trouver sur Internet des illustrations de certains des épisodes rapportés dans ce livre, qui traitent plutôt des questions de fond. Introduction. ELARGISSEMENT de la connaissance, à la Renaissance, recherche, de voies maritimes vers l'EXTREMEORIENT et arrivée, des EUROPEVENS au Japon. Nous souhaitons retracer ici le grand mouvement d'élargissement du champ d'action des Européens à la Renaissance vers l'Afrique, l'Amérique et l'Asie, 3 continents jusque-là peu connus en Europe, pour en peser les conséquences. Nous revenons d'abord, section I, sur les motifs qui ont poussé les Européens de la Renaissance vers l'extérieur de l'Europe. Nous montrerons ensuite l'impact du livre de Marco Polo sur l'organisation de nombreuses expéditions maritimes, d'après le cas de Christophe Colomb et des rois d'Espagne, de France et d'Angleterre, puis les efforts des Anglais et des Hollandais pour découvrir plus tard, eux aussi, les voies maritimes vers l'Extrême-Orient. Nous décrirons ensuite, section 2, l'arrivée des Européens par mer en Chine, puis leur arrivée par hasard au Japon en 1542 ou 1543 selon les sources. L'histoire du Japon jusqu'à la fermeture du pays en 1639 sera brièvement esquissée dans la section 3. Elle sera développée plus en détail dans les parties suivantes du livre. Nous revenons d'abord de manière plus complète en section 4 sur l'arrivée des premiers Européens au Japon, avec divers témoignages japonais et européens disponibles. On trouvera dans l'article de Madame Oshima Suzuki présenté à la fin de ce livre, un exposé complémentaire détaillé sur le livre de Marco Polo et le rôle qu'il a joué dans les grandes expéditions européennes qui ont suivi. IELARGISSEMENT de l'horizon, vers l'EXTREMEORIENT. Un grandes expéditions maritimes au XVe et XVIe siècle. Si nous nous mettons à la place des hommes de la Renaissance, commençant à se sentir à l'étroit dans le vieux continent encerclé par les Turcs à l'est, chute de la Constantinople en 1452, et par les musulmans au sud, jusqu'à 1492, 3 motifs nous semblent pousser les Européens de la Renaissance vers l'extérieur de leur continent. 1. Le commerce européen, qui s'était développé depuis la fin du Moyen Âge, est parvenu à un stade d'expansion nécessitant des échanges intercontinentaux de marchandises, l'importation de l'or et de l'argent pour frapper la monnaie et surtout l'accès direct aux pays producteurs de soie et d'épices, les Indes et les îles Moluques, sans passer par l'intermédiaire des marchands arabes qui monopolisaient leur transport et leurs bénéfices. 2. D'autre part, le sol européen ne produisant plus assez de nourriture pour la population galopante et on a besoin de terre. Les nobles sans terre, après l'échec des croisades, cherchent de leur côté, face au blocus musulman turco-arabe, un allié pro-chrétien pour le contrer par l'arrière. Les missionnaires recherchent aussi d'autres peuples à convertir,
car il croit fermement que ces païens mourront sans être sauvés s'ils ne sont pas christianisés. 3. Enfin, la réforme va provoquer des guerres civiles en Europe. Les catholiques du Nord et les protestants du Sud, persécutés dans leur propre pays, cherchent à s'expatrier pour exercer librement leur confession. 2. Impact du livre de Marco Polo sur l'organisation de grandes expéditions maritimes. La publication du récit du voyage de Marco Polo vers l'Asie centrale et la Chine, par la route de la soie, et de son retour par mer en passant par l'Inde et la Perse, 1271 à 95, en est un bon exemple. Le livre, appelé simplement le livre de Marco Polo, Il Milione, parce qu'il était riche, ou le Meraviglios cose del monde, les choses merveilleuses du monde, est foisonnant d'informations sur les aspects ethnologiques, économiques, politiques et religieux de l'Asie, et il a un réel impact sur l'organisation de grandes expéditions maritimes à la Renaissance vers les Indes et l'Extrême-Orient. L'existence de la Chine est déjà connue en Europe depuis l'Antiquité. La route de la soie était ouverte depuis 130 avant Jésus-Christ, et les annales chinoises rapportent la venue de l'ambassadeur d'Antun, c'est-à-dire Marc-Aurèle Antoine, à Canton en 166 après J.C. Mais Marco Polo est le premier Européen à parler d'un Japon plein d'or aux Européens. Son livre, imprimé et diffusé dès la fin du XIVe siècle, les a tellement fascinés et stimulés qu'ils se sont lancés dans la mer inconnue au risque de leur vie. Voyons ce qu'il raconte, d'après la célèbre édition latine de Francesco Pipino, dominicain et traducteur du livre entre 1310 et 1314, que Christophe Colomb avait lu en 1484. Nous commençons d'abord, y relate Marco Polo, par la description des régions de l'Inde, par l'île Siampagu qui est une île d'Orient dans la haute mer distante du littoral de Manji, la Chine par 1500 lieues chinoises. Elle est grande. Beaucoup de ses habitants ont une figure bien faite. Ils sont idolâtres et ont un roi, mais n'appartiennent à aucune autre tribu. Il y a là l'or en grande abondance, mais le roi ne permet pas facilement de l'emporter à l'extérieur de l'île. À cause de cela, peu de marchands vont là-bas et les navires y partent rarement d'autres pays. Le roi de l'île possède un grand palais couvert d'or de la meilleure qualité, comme nos églises sont couvertes de plomb. Les fenêtres de ces palais sont ornées d'or. Le plancher, la cour et de nombreuses chambres sont faits couverts de plaques d'or jointes. La mesure, l'épaisseur de ces plaques est en gros de 2 doigts. Il se trouve là-bas des perles en grande abondance. Elles sont rondes, grosses et de couleur rouge et sont supérieures aux perles blanches par leur prix et leur valeur. Bien plus, les pierres précieuses sont nombreuses là-bas. Pour cette raison, l'île de Siampagu est très riche en valeur. De fait, dans le passé, le Japon avait produit et exporté de l'or vers la Chine, où Marco Polo en a entendu parler. Ainsi, vers 1397, un siècle après son récit, le pavillon d'or couvert de plaques en or fut construit à Kyoto par le shogun Ashikaga, Yoshimitsu. L'édifice d'origine existera jusqu'au XXe siècle. Or le Japon ne produisait plus assez d'or au milieu du XVIe siècle, à l'époque où les premiers Européens y arrivèrent, et ces derniers crurent que Marco Polo s'était trompé. Cependant, dès la fin du XVIe siècle, le puissant Toyotomi et les shoguns successifs exploitèrent les mines. À partir du début du XVIIe siècle, elles produisirent beaucoup d'or et d'argent, comme en témoignent les Européens qui y arrivèrent après et y vécurent longtemps, tels que William Adams, Avila Giron, João Rodrigues Tsuzu. Selon eux, le Japon était vraiment ce pays rêvé plein d'or. William Adams écrit à son ami anglais en 1613 « In Japan is gold and silver in abondance ». Avila Giron, marchand portugais, est catégorique « Cette terre est un amas d'or et d'argent. On n'a qu'à chercher d'autres îles d'ici jusqu'à la fin du monde. On ne doit pas en trouver d'autres que celle-ci » vers 1615 à 1619. De fait, en 1612, Sebastián Vizcaíno, envoyé de la Nouvelle-Espagne, la colonie espagnole au Mexique, les a recherchés en vain à l'est du Japon. Plus tard, l'île de Sado, au nord-ouest dans la mer du Japon, va produire quantité d'or et d'argent du début du XVIIe jusqu'au XIXe siècle. En Europe, le livre de Polo n'a pas été toujours pris au sérieux, mais Christophe Colomb est un des premiers à le croire et à oser organiser les expéditions maritimes vers l'Extrême-Orient par l'ouest en convainquant la reine d'Espagne Isabelle. L'on sait qu'après avoir découvert des îles à l'est de l'Amérique, il crut avoir atteint l'Inde orientale, l'Extrême-Orient jusqu'à sa mort, 1506.
D'après son fils Fernando qui a écrit sa biographie, Christophe Colomb avait été influencé par plusieurs auteurs, Aristote, Sénèque, Marco Polo, Jean de Mandeville, Pierre Dailly, Giuseppe Capitolini et en particulier par le physicien florentin Paolo Toscanelli, 13 941 482. Christophe Colomb a soigneusement lu et annoté l'édition Pipino du livre de Marco Polo, comme le montre son exemplaire conservé à la Bibliothèque Colombina de Séville, 1484. Si on lit le journal de bord en espagnol de la première expédition de Colomb, transcrit l'original ayant été perdu, par la Casa qui connaissait bien ses fils, on constate qu'il cherchait partout de l'or et l'île de Cipangu. Car il avait promis à la reine Isabelle d'Espagne qu'il destinerait l'or trouvé aux frais de la nouvelle croisade. On y découvre aussi des traces de la lecture des lettres que Toscanelli a écrites au dominicain Fernam Martins de Lisbonne. La Casa avait aussi transcrit une lettre de Toscanelli adressée à Colomb, dans laquelle le savant reproduit l'essentiel de sa propre lettre adressée à Martins pour répondre à une question posée par le roi du Portugal. La lettre de Toscanelli adressée à Martins le 24 ou 25 juillet 1474 soutient que la voie maritime vers les Indes est plus courte que celle par l'Afrique. Ce pays immense, la Chine, a beaucoup de provinces gouvernées par un souverain appelé Khan et sa capitale est Cathay, Pékin. Lorsqu'un envoyé du Khan est venu à Rome au temps du pape Zen IV, en fonction 1431 à 1447, Toscanelli a longuement parlé avec lui. Cet empire a 200 villes et mérite d'être recherché, dit-il, non seulement parce que l'on peut en obtenir une grande richesse, l'or et l'argent, toutes sortes de bijoux et épices, mais aussi à cause de ses savants philosophes, experts astrologues, de son art de gouverner et de son art militaire. Toscanelli parle aussi de l'île d'Antillia et de l'île de Cipangu, décrites par Polo, qui doivent se trouver plus à l'est. D'après le savant, pour y arriver, il suffit d'aller vers l'ouest. Le plan qui accompagnait la lettre est perdu, mais le célèbre globe confectionné par Martin Béhaim en 1492 tient compte de la nouvelle théorie du savant. Le continent d'Amérique n'y figure pas encore. L'île de Cipangu est placée à une distance beaucoup plus proche de l'Europe. La Chine et l'Inde sont confondues. À cause de cette hypothèse, l'Espagne était plus intéressée que le Portugal par la recherche de Cathay et de Cipangu, qu'elle croyait être dans son territoire à l'ouest du Cap Verde, désigné par le pape et le traité de Tordesillas. En effet, le pape Alexandre VI en 1493 et le traité de Tordesillas en 1494 délimitèrent le territoire espagnol à 100 léguas, lieues, à l'est et à 370 léguas à l'ouest du Cap Verde en Afrique. C'est pour cette raison que Juan II du Portugal n'écouta pas la proposition de Colomb en 1488, et qu'Isabelle de Castille l'écouta au contraire et finança son expédition en 1492. Au retour de sa première expédition en Amérique, Colomb a reproché au roi Juan II du Portugal de ne pas s'être fié à lui, lorsqu'il le lui avait proposé en 1488. Mais c'est seulement en 1507 que l'on a commencé à s'apercevoir qu'il s'agit d'un nouveau continent, confère écrit de Waldseemüller. Alors, les rois d'Angleterre et de France qui n'avaient pas écouté Colomb, en 1488 et en 1489, pris de remords, lancent à leur tour des expéditions maritimes vers l'Extrême-Orient par le nord-ouest. Henri VII d'Angleterre envoie Giovanni et Sebastiano Caboto en 1497 et 1498, avec la mission de découvrir Cathay et Cipangu. Sebastiano Caboto atteint le Labrador. Charles VIII de France envoie de son côté Giovanni da Verrazzano en 1523 à 1524, et François Ier envoie Jacques Cartier, 1534 à 1535, 1541, à la recherche d'une voie secrète vers Cathay. Comme on le sait, il découvre l'actuel Canada. Enfin, 3 des nombreuses expéditions maritimes vers l'ouest, que Charles V d'Espagne a organisées afin de découvrir les îles Moluques avant les Portugais, avaient également la mission de découvrir Cathay et Cipangu. La première fut le tour du monde effectué par l'équipe de Fernand de Magaliens, dit Magellan, 15-19, 21-22. Le journal de bord de Pigafetta, qui y participa un exemplaire du livre de Polo à la main, note qu'il a nommé Cipangu une île trouvée au 20e sud parallèle. Lors de la deuxième expédition dirigée par Juan Garcia Jofré de Loaiza,
en 1525 à 26, Andrés de Urdaneta note que l'équipe chercha en vain l'île de Cipangu au 14° et au 15° au nord. La troisième expédition de 1526 dirigée par Sebastiano Caboto avait la mission express de trouver Cipangu et Cathay. Puisque le livre de Marco Polo a contribué ainsi à la découverte du continent d'Amérique, de nombreuses îles du sud-est asiatique et du Japon, ainsi que de voies maritimes pour le tour de la Terre, l'on peut dire qu'il a modifié l'histoire du monde. Bien qu'il soit moins scientifique, le livre de Polo semble faire partie des livres qui ont révolutionné l'histoire de l'humanité, de même que le livre cosmologique de Copernic ou le livre anatomique de Vézal, tous deux publiés en 1543. 3. Commerce extérieur des Européens en Asie. Même après la découverte des Amériques par l'Espagne et du Japon, voire ci-dessous, par des Portugais, les marchands d'Angleterre et des Pays-Bas ont continué à envoyer de nombreuses expéditions maritimes coûteuses et risquées vers l'Extrême-Orient par le nord-ouest. Il est vrai qu'Andrés de Urdaneta avait déjà trouvé en 1565 une voie du nord-ouest par l'océan Pacifique, reliant le Mexique et les Philippines. Mais le Portugal et l'Espagne gardaient jalousement le secret de la position des voies maritimes découvertes et des techniques de navigation. Car le bénéfice tiré du commerce avec le Japon, par exemple, était de 50 ou 100 pour 1, selon François Xavier, et celui d'un tour du monde réussi pouvait atteindre 400 pour 1, les Pays-Bas après leur indépendance de l'Espagne 1581, et l'Angleterre après ses batailles navales contre l'Espagne 1588, ont donc organisé chacun leurs expéditions maritimes vers Extrême-Orient à partir de la fin du XVIe siècle. Les tentatives hollandaises d'expédition nordique de la fin du XVIe siècle, financées par les marchands d'Amsterdam, devaient toutes échouer. D'autre part, au total 65 navires hollandais ont participé à une quinzaine d'expéditions vers l'Extrême-Orient par le sud, dont l'une a réussi et une autre a réalisé le premier tour du monde par les Hollandais. Une troisième comptant 5 navires et 500 hommes devait se terminer par un naufrage au Japon, avec seulement 24 survivants et un seul navire sauvé, piloté par William Adams. Ce sera l'ouverture du commerce hollandais avec le Japon. Au XVIIe siècle, des flottes hollandaises armées attaqueront les principales bases portugaises et espagnoles dans l'Asie du Sud-Est. De son côté, l'East Indian Company, compagnie anglaise fondée en 1600, organisera 8 expéditions vers l'Asie et ouvrira un comptoir au Japon en 1613, mais elle sera concurrencée par les Hollandais dans le Sud-Est asiatique. Ainsi, les rapports de force entre le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas évoluent et ils vont se renverser entre la fin du XVIe et le XVIIIe siècle. 2 ARRIVEDEUSROPEENS, en EXTREMEORIENT et au Japon. Les contacts entre la Chine et l'Europe commencèrent tôt. La route de la soie reliait les pays méditerranéens et la Chine depuis l'Antiquité par Bactriane, Afghanistan. Au 7e siècle, les Nestoriens étaient déjà à l'ouest de la Chine. Du XIIIe au XVe siècle, le roi Saint-Louis et des papes échangèrent des ambassades avec les camps mongols qui dominaient l'Asie. Mais la dynastie chinoise des Ming, 1368 à 1644, qui chassa ces derniers, se méfiait des étrangers et leur fermait la porte de la Chine. Après la découverte de la voie maritime par l'Afrique vers l'Inde par Bartholoméo Diaz, 1487, et Vasco da Gama, 1498, le Portugal continue ses expéditions maritimes vers l'Est. La flotte d'Albuquerque, partie en 1503, occupe Ormuz, Goa, en Inde 1510 et Malacca, en Malaisie 1511. Mais les diverses tentatives de pénétrer en Chine, 1514, 1517, 1520, 23, 31, échoueront. Le premier ambassadeur portugais Tom Pires parvient à Pékin, 1520, mais est refoulé et emprisonné à Guangzhou en 1521. Même en 1552, François-Xavier ne peut entrer en Chine. C'est seulement en 1557 que les Portugais obtiennent l'autorisation de séjour dans l'île de Macao, où ils fondent un comptoir. Le jésuite Matteo Ricci entre à Zhaoqing en 1583 et obtient en 1601 l'autorisation impériale d'évangéliser les Chinois. Il les éblouit avec sa connaissance scientifique des mathématiques, de l'astronomie et du calendrier solaire et obtient la conversion de nombreux lettrés.
D'autres jésuites savants tels que l'allemand Adam Schall, 1592 à 1666, et le belge Ferdinand Verbiste, 1623 à 88, lui succéderont. Le succès de ces missionnaires auprès des empereurs chinois est dû à la valeur pragmatique de leur science et à leur respect de la culture chinoise, culte de Confucius et des ancêtres. Mais à la suite de l'interdiction par le pape, 1704, de cette méthode d'inculturation, l'empereur des Qing interdira la mission en Chine 1723. L'arrivée des premiers Européens au Japon se fait, elle, par hasard. Elle est le fait des Portugais qui ne s'y attendaient pas, alors que les Espagnols recherchaient Cipangu à grands frais en organisant des expéditions à la suite de Colomb. D'après des témoignages écrits au XVIe et XVIIe siècle, 2 ou 3 Portugais se seraient échappés d'un navire portugais au Siam et se seraient enfuis vers Ningbo en Chine. Montés dans une jonque chinoise, ils sont arrivés en 1542 ou 43 à l'île Tanegashima au sud du Japon, où la jonque échoua après une tempête. La description varie selon ceux qui la rapportent. Nous en donnons ici un bref compte-rendu et présenterons les divers témoignages européens et japonais dans la section 4 ci-dessous. Le Portugais, Antonio Galvao et Diogo de Couto écrivent, d'après ce qu'ils ont entendu de Diogo de Freitas, frère aîné du capitaine de Ternate, Jordão de Freitas, en fonction 1544 à 1546, que la date est 1542 et que les naufragés sont Antonio da Mota, Francisco Zeimoto et Antonio Peixoto. Ils identifient l'île avec le Japon mentionné par Marco Polo. 2 autres, le jésuite João Rodrigues Tsuzu, Jap. Interprète, transcrit Chuzzu par les Portugais, auteur de l'Historia da Igreja do Japão, rédigé entre 1620 et 1633 car, et le marchand Fernam Mendes Pinto, auteur de la Peregrinação, publié en 1614, venu au Japon vers 1544 ou 45, indique l'île de Zanegashima, Tanogashima ou Tanishuma. D'autre part, 2 Espagnols ont laissé des écrits. Garcia de Escalante Alvarado a participé à l'expédition vers les Moluques ordonnée par le viceroy de la Nouvelle-Espagne et dirigée par Ruy Lopez de Villalobos, 154 248. Il est fait prisonnier à Ternate par les Portugais et entend parler Diogo de Freitas. Son rapport au vice-roi date du 1er ou 8 août 1548. Un autre, Pero Diez, marchand galicien séjournant à Ternate, qui est allé au Japon en 1544, envoie un rapport à Villalobos puis vient lui parler directement. Aucun des deux ne précise la date d'arrivée des Portugais. Escalante note qu'il s'agit de l'île de Ryukyu, tandis que Diez la nomme Japan, et la localise assez exactement, 32 degrés nord et à 155 Lega 850 km de Ningbo, au lieu de 31 degrés nord et 850-880 km. Nambo Bunshi ou Benzo, moine zen japonais du temple Ryugen, natif de Tanegashima et auteur du Teppoki, note sur les arquebuses, édité en chinois en 1606, précise la date d'arrivée de Portugais, le 25e jour du 8e mois lunaire, soit le 23 septembre 1543 selon le calendrier justinien, le lieu, la baie de Nishinura de L'. Île Tanegashima, le nom des 2 Portugais, Francisco et Cristão da Mota, le nom du capitaine chinois de la jonque, Wu Feng, et il décrit l'achat des 2 arquebuses par le chef japonais du lieu et l'arrivée en 1544 de plusieurs navires portugais en vue du commerce. À partir de toutes ces données, des lettres de François Xavier 1552 et de Louis Froisse 1598, et de la date de l'arrivée des navires portugais à Tanegashima, 1544 et non 43, Georg Schuramer SJ conclut que la date d'arrivée des Portugais devait être 1543, en se fiant au Teppoki de Nambo plutôt qu'au récit de Galvao et de Couto. Cette hypothèse est acceptée par quelques spécialistes connus tels que C.R. Boxer, Armando Martins Janera et le père D.F. Lachey est généralement admise. D'après le Teppoki, les arquebuses, achetées chacune à 2000 pièces d'argent, ont été reproduites et diffusées par la suite. L'importation des armes à feu a favorisé l'ascension d'Oda Nobunaga, qui a modernisé son armée et devenu puissant, régna sur le Japon et orienta son histoire. 3. Le Japon au XVIe et XVIIe siècles. Quelle était alors la situation politique, économique et sociale au Japon? Lorsque les Européens y arrivèrent, le pays était secoué par les guerres.
C'est le temps des guerres civiles, 1477 à 1573, qui a duré près d'un siècle, après l'époque Muromachi et avant l'époque Edo. Pendant ce temps, les propriétés en province de l'empereur, des nobles de la cour et des temples de la capitale furent accaparées par leurs intendants guerriers. Ces puissants guerriers des provinces se dévoraient entre eux. Les plus forts agrandissaient leur territoire. Leur ambition fut de monter vers la capitale et de gouverner le pays. L'un d'eux, Oda Nobunaga, va conquérir la région autour de la capitale Kyoto avec son armée d'arquebusiers, en brûlant les temples bouddhiques puissants du mont Yei et d'Osaka dont les moines soldats lui résistaient. Puis il monte à la capitale, 1568, nomme shogun Ashikaga, Yoshiaki, mais va par la suite le destituer et décidera de gouverner lui-même. Il protège alors les chrétiens en vue d'affaiblir l'influence des puissants temples bouddhiques. C'est durant son règne effectif, 1568 à 82, que le christianisme va nettement progresser. Après sa mort brutale, 1582, due à la trahison d'un de ses sujets pro-bouddhistes, un de ses généraux, Toyotomi Hideyoshi, attaque le félon et prend lui-même le pouvoir. Il abolit les propriétés privées qu'il distribue à ses sujets immédiats, les nomme daimi au accent circonflexe, grand nom, c'est-à-dire grand seigneur, et établit le système féodal centralisé. Il sépare les samouraïs des paysans dont il confisque les armes et chassera les missionnaires qu'il juge dangereux pour son hégémonie, 1587. Il fait cadastrer le Japon, unifie le système monétaire 1588 et encourage le commerce extérieur. Après sa mort subite, c'est Tokugawa Ieyasu, son sujet qui, après avoir provoqué et attaqué son héritier Hideyori, va le supplanter. Il fonde à Edo, l'actuel Tokyo, la base de plus de 2 siècles et demi de shogunat des Tokugawa, 1603-1867. Les traits communs à la politique de Hideyoshi et d'Ieyasu sont la centralisation du pouvoir, la mainmise sur les richesses du pays, mines d'or et d'argent, et l'instauration de l'absolutisme, les empereurs successifs étant réduits à l'état de monarques sans pouvoir. Après un accueil plus ouvert, tous deux persécuteront les chrétiens fidèles aux missionnaires étrangers, en craignant la colonisation du Japon par le roi d'Espagne. On comprend pourquoi la rencontre des Européens avec l'Afrique, l'Amérique et l'Inde et celle avec l'Extrême-Orient n'ont pas eu lieu de la même manière. Ils ont débarqué en Amérique, en Afrique et en Inde avec des flottes armées de canons et de guerriers, ont pu destituer les rois de ces continents et conquérir leurs terres, construire des comptoirs fortifiés sur leurs côtes et effectuer le commerce et la mission sous protection armée. En revanche, le voyage par mer, de l'Europe jusqu'à l'Extrême-Orient, était extrêmement périlleux à l'époque. À peine 1 ou 2 navires sur 4 ou 5 y parvenaient en piteux état au bout de 2 ans ou plus de navigation. L'accès au Japon par mer était particulièrement dangereux, même à partir de la Chine, à cause des courants marins et des typhons. Les marchands et les missionnaires européens de l'époque Renaissance y parvenaient ainsi épuisés et sans flotte armée. Ils étaient loin de songer à la conquête des 2 empires par les armes. Or, les empereurs chinois et les shoguns japonais successifs, soucieux de sauvegarder leur hégémonie, étaient extrêmement méfiants à l'égard de ces étrangers. Ces gouvernants ont ainsi empêché leur peuple et les Européens de se fréquenter. Au début, les Européens sont reçus à bras ouverts par le peuple japonais hospitalier du Sud, Kyushu, et par les seigneurs locaux qui veulent commercer avec eux. Cependant, les chrétiens japonais convertis par les missionnaires européens obéissent plutôt à leurs dieux qu'aux seigneurs terrestres, exemple de la révolte des chrétiens de Shimabara contre leur seigneur répressif en 1637, et cela inquiétera le shogun Tokugawa, Iemitsu. Après le départ des Anglais, 1623, il interdit aux Japonais de sortir du pays 1633, 35, 36, et décide de chasser les Espagnols et les Portugais qui ne veulent pas renoncer à la mission, 1639. Il garde les négociants hollandais en les confinant à Nagasaki, 1641. La fermeture du pays durera jusqu'en 1854, année de l'ouverture des ports japonais aux pays occidentaux, soit pendant 215 ans. 4 TEMOIGNAGES, EUROPEENS et japonais, sur l'ARRIVEE des premiers EUROPEENS. Nous revenons ici sur l'arrivée des premiers Européens au Japon, et citons les divers témoignages européens et japonais disponibles, Antonio Galvao,
ancien gouverneur des Moluques, Nambo, moine bouddhiste, Diogo de Couto et João Rodrigues Tsuzu, jésuite portugais. 1. Antonio Galvão, Tratado de Todos os Descobrimentos Antigas, Esperluet Modernos que São Feitos até a Era de 1555, traité de toutes les descriptions anciennes et modernes faites avant 1555, traité écrit avant 1557 et publié à Lisbonne en 1563. Antonio Galvão, né en Inde, était le fils du chroniqueur Duarte Galvão. Il fut gouverneur portugais de Ternate, de 1536 à 1539 à 40, dans l'archipel des Moluques. Pendant qu'il gouvernait cet archipel, les indigènes s'attachèrent à lui en l'appelant « apôtre des Moluques », et ses compatriotes en étaient jaloux. Il mourut à Lisbonne en 1557. Il écrit « En 1542, année dont nous parlons, lorsque Diogo de Freitas se trouvait à la ville de Dodola de Siam en qualité de capitaine d'un navire, 3 Portugais désertèrent en s'embarquant dans une jonque et se dirigèrent vers la Chine. Leurs noms sont Antonio da Mota, Francisco Zeimoto et Antonio Peixoto. Alors qu'ils se dirigeaient vers Ningpo, port chinois, une violente tempête les attaqua par derrière et les éloigna de la terre. Au bout de plusieurs jours, ils virent une île à la position de 32 degrés. Elle semble être ce qu'on appelle Japoès et Sipangas, dont les trésors sont mentionnés dans un livre ancien. De fait, cet archipel possède de l'or, de l'argent et d'autres trésors, folio 76 et 76 verso. Traduit à partir de la traduction d'Okamoto, Yoshitomo, dans son étude de l'histoire des échanges entre le Japon et l'Europe, page 161. Il existe aussi une traduction anglaise de Richard Hakluyt, The Discoveries of the World, 1601. 2. Nambo Bunshi ou Benzo, moine bouddhiste, Tepoki, note sur les arquebuses. Premier témoignage écrit en chinois sur l'arrivée des premiers Européens au Japon en 1543, rédigé en 1606 par Nambo d'après le récit du seigneur Isatoki de Tanegashima, protagoniste. Note extraite du recueil des écrits de Nambo. Tanegashima fait partie de l'archipel d'Ozumi au sud de Kyushu, qui est une grande île de l'archipel du Japon. L'auteur, le moine Nambo, Bunshizo, était un protégé du seigneur Shimazu de Satsuma, dont le chef-lieu est Kagoshima, où débarquera 6 ans plus tard François-Xavier. Le Tepoki est également présenté dans le Nantō Ikoden, légende de grande geste d'une île du Sud, paru en 1899, de Nishimura, Tenshu, natif de Tanegashima. Confère. Kishino Isashi, son climat dans le tome 4, à la recherche du pays d'or, édité par Saga Tetsuo, dans la collection Le Japon à l'époque des explorations et de grandes navigations, Tokyo, Shogakukan 1978. Ce témoignage sur l'arrivée des Portugais au Japon, écrit 63 ans après l'événement par un lettré à la demande d'un témoin qui y participa, fut pourtant jugé digne de foi par des historiens de notre temps et servit à déterminer la date d'arrivée des premiers Européens au Japon. Confère. Georg Schuramer S.J., au Descobrimento do Japão pelo Portugueses no ano do 1543, in Annal da Academia Portuguesa da História, 2e série vol. I Lisboa, 1946, également in Orientalia, Bibliotheca Instituti Historici Societas Jesus, vol. 21 Roma 1963, pp 525 à 550. Le dialogue philosophique entre Tokitaka imprégné de la culture confucéenne et les 2 Portugais ressemble par divers aspects au catéchisme chinois, dialogue entre un lettré et un prince chinois imaginé par Voltaire dans son dictionnaire philosophique publié en 1764, 65, 67, 69. Au sud de la province d'Ozumi, du Kyushu, à 18 lieues 7,29 km de là se trouve une île. On l'appelle Tanegashima, île de petites graines. Mes ancêtres y ont habité de génération en génération. Le nom de l'île transmis depuis les temps anciens est Tane, Jap, graine. Elle est petite mais ses habitants sont nombreux et riches. C'est comme si l'on semait une graine sur les autres graines. Et les vies s'y succèdent sans fin. On a nommé l'île ainsi pour cette raison. Le 25e jour du 8e mois, lunaire, soit le 23 septembre solaire. À l'automne de la 12e année de Temon 1543, à 6 heures du soir, dans une petite baie de notre Nishinomura se trouve un grand navire. On ne sait d'où il vient. Plus d'100 de passagers sont à bord.
Leur physionomie n'a pas son égale et leur langue ne se comprend pas. Ceux qui les regardent les trouvent curieux et étranges. Dans le bateau se trouve un confucianiste du grand pays des Ming, nommé Wu Feng. On ne sait pas encore en détail son nom de famille et son surnom. Il se trouve à ce moment à Nishinomura un chef appelé Oribe Nojo, qui comprend bien les caractères chinois. En rencontrant par hasard Wu Feng, il écrit des lettres sur le sable avec une canne pour lui dire « On ne sait pas de quel pays sont ces passagers dans le bateau. Pourquoi leur allure est-elle si étrange ?» Wu Feng écrit tout de suite pour dire « Ce sont des marchands étrangers de race barbare du sud venant de l'ouest. » Bien qu'ils connaissent en gros les étiquettes entre maître et sujet, ils ne savent pas encore qu'il y a là une figure de lit, la politesse au sens du rite confucéen. C'est pour cela que lorsqu'ils boivent avec une coupe sans offrir une coupe à leur vis-à-vis. Ils mangent avec les mains sans utiliser les baguettes. Je sais seulement qu'ils désirent et goûtent uniquement selon ce qu'ils sentent. Ils ne savent pas que les caractères, idéogrammes chinois, véhiculent leur signification. Ceux qu'on appelle les marchands étrangers arrivant à un endroit sont ce genre d'hommes. Là où il y a du commerce, ils séjournent mais n'y demeurent pas. Ce ne sont pas des hommes à suspecter. Alors Oribe Nojo écrit pour dire « À 13 lieues 5,219 km d'ici se trouve un port nommé Akoji. C'est le lieu où habitent de génération en génération les héritiers d'une branche aînée dont je dépends. À l'entrée du port, il y a plusieurs milliers de maisons. Riches, elles prospèrent. Les marchands du sud et du nord vont et viennent comme la navette d'un métier à tisser. Maintenant le bateau est amarré ici, mais ce n'est pas un port important profond et abrité de vagues. J'avertis mon grand-père Yoshitoki et mon vieux-père Tokitaka. Sur le champ Tokitaka fait venir jusqu'ici plusieurs dizaines de bateaux plats le 27e jour à 9 heures du matin, et fait entrer le bateau dans le port d'Akoji. Juste à ce moment se trouve au port Shu, le principal des moines zen. Il est moine du temple Ryugun de la province de Hyuga, du Kyushu. Voulant entendre l'enseignement exquis d'un seul véhicule du sutra du lotus de la loi, il séjournait à l'entrée du port. Il a fini par quitter l'école zen, est devenu adepte de l'école Oke et s'est nommé Jujoin. Il est versé dans presque tous les textes de sutra et manie avec agilité le pinceau, de calligraphie. Il rencontre par hasard Wu Feng à Akoji. Avec les caractères chinois, ils communiquent dans la même langue. Wu Feng croit que son ami est lui aussi à l'étranger, un Chinois au Japon. C'est ce qu'on appelle « de la même voix on se répond, du même esprit on se cherche ». Sur le navire se trouvent deux chefs des marchands étrangers. L'un s'appelle Francisco, l'autre s'appelle Kirishita Christa Odamota. Ils tiennent à la main un objet long de 2 ou 3 shaku, 60 à 91 cm. Son tronc est creux à l'intérieur et droit à l'extérieur. Sa qualité est fonction de son poids. Bien que son intérieur soit toujours creux, son fond doit être hermétiquement fermé. À son côté, il y a un trou. C'est le passage du feu. Sa forme n'a rien de comparable. Pour l'utiliser, on y introduit une poudre exquise et on y ajoute une petite boule de plomb. D'abord on met un peu de poudre blanche à son bord. On le prend bien en main et on se dresse le corps. En visant avec un œil rétréci, on lâche le feu d'un trou. Tout de suite la poussière ne manque pas de se soulever. Son éclat est comme celui d'un éclair. Son bruit est comme la résonance de la foudre qui tonne. Aucun de ceux qui l'entendent ne reste sans se boucher les oreilles. Celui qui pose un peu de poudre blanche est comparable à un archer lâchant promptement une flèche vers la cible dans la poussière. Un coup de plomb peut briser une mine d'argent et creuser un trou dans un mur de fer. Son usage ne fera-t-il pas gagner le combat contre plusieurs hommes ? Alors, à la vue de l'arquebuse, Tokitaka pense qu'elle est une chose rare et précieuse. Au début, on ne savait ni son nom, ni son but. Si on le nomme Teppo, canon de fer, c'est que l'on ne sait pas comment les Chinois des Ming le nomment. D'ailleurs moi, habitant d'une île, comment connaîtrais-je son nom ? Un jour, Tokitaka dit aux deux barbares par l'intermédiaire d'un interprète. « Ne puis-je pas dire que je veux l'étudier ?» Les barbares répondent « Si vous voulez l'étudier, nous dévoilerons ses secrets et vous les dirons. » Tokitaka dit « Puis-je entendre ses secrets ?» Les sauvages disent « Il suffit d'avoir un cœur juste et rétrécir un œil. » Tokiyuki dit « Le cœur juste est ce que le saint Agnien Confucius enseigne aux hommes. » Ce que Laozi dit
celui qui voit peu voit clairement doit être ainsi. Tokitaka, en pratiquant le fusil, parviendra à viser 100% juste et achètera les arquebuses. Traduit du texte rédigé en chinois cité dans Okamoto Toshitomo, Étude des échanges entre le Japon et l'Europe au XVIe siècle, 1974, pp. 187 à 188. 3. Diogo de Couto, Décadas da Ásia. Écrite en 1612 et publiée à Lisbonne en 1778, 15 volumes. Livre 8, chapitre 12. Les Décades sont un ensemble de volumes de João de Barros et Diogo de Couto. Ce dernier est l'auteur du livre que nous citons ici, et qui évoque l'arrivée des premiers Européens au Japon. En 1542, année dont nous parlons, lorsque 3 compagnons Antonio da Mota, Francisco Zeimoto et Antonio Peixoto faisaient le commerce par une jonque dans un port de Siam, ils décidèrent d'aller vers la Chine, parce qu'à l'époque cette navigation rapportait un bénéfice considérable. Ils mirent la voile après avoir chargé la jonque de fourrure et d'autres marchandises. Avec un vent favorable, ils traversèrent la baie de Hainan, passèrent Canton, Guangdong, Pin, en visant le port de Zhangzhou parce qu'il n'était pas possible d'entrer dans la ville de Canton. Lorsque la jonque avançait en cherchant le port de Zhangzhou, une grande tempête que les gens de la région appellent Tsufan ch. Taifeng, Pin l'attaqua. Cette tempête souffla sur eux continuellement pendant 24 heures. Elle finit par s'apaiser et la jonque retrouva le calme. Cependant, puisqu'elle s'était trop éloignée de sa route, il n'y avait pas d'autre moyen que d'avancer au gré du vent. 15 jours après, poussée parmi des îles d'un certain archipel, elle jeta l'ancre sans savoir où. Bientôt, plusieurs bateaux vinrent de la terre, mais les hommes du bord avaient le teint plus clair que les Chinois, de petits yeux et peu de barbe. Ils entendirent ces derniers appeler cet archipel Nipponji. Maintenant nous l'appelons ordinairement Japao. Ayant vu que ces gens étaient bienveillants, ils ont débarqué avec eux et ont été très bien accueillis. Dans cette île, ils ont réparé et équipé la jonque, et faute de choses à échanger contre leurs marchandises, ils les ont échangées contre de l'argent. Le temps venu, ils rentrèrent à Malacca. Bien que le Vénitien Marco Polo ait appelé cet archipel Jipango et l'ait déjà fait connaître, plus tôt, l'honneur de sa découverte devrait être attribué à ces hommes. 4. João Rodrigues Tsuzu, jésuite portugais, Historia da Igreja do Japão, Histoire de l'Église du Japon. Séjour au Japon, 1577 à 1610. Écrit entre 1620 et 1633 34e, tome 1 chapitre 4. Les Européens connaissaient-ils autrefois l'existence de cet archipel? Et quand fut-il découvert par les Portugais pour la première fois? C'est le Vénitien Marco Polo qui a communiqué à l'Europe le premier rapport sur cet archipel. Dans sa relation de Cathay à la Chine, il parle du Japon sous l'appellation altérée de Zipangu. L'auteur rappelle le nom du Japon en chinois, Jepuenkor ou Jiponko et en japonais Nippongoku ou Nihongoku. Il continue. Il est naturel qu'on n'ait pas compris en Europe de quelle île Marco Polo parlait, jusqu'à la découverte de l'Inde et du Japon par les Portugais. Même aujourd'hui, beaucoup d'historiens de notre temps affirment que Marco Polo ne parlait pas du Japon. Mais c'est que, ignorant l'histoire de cette région, il croyait qu'il parlait d'autres îles. Même après la découverte du Japon, par Marco Polo, le Génois Christophe Colomb a proposé d'aller découvrir l'archipel Zipangu au roi Dom João II, règne 148 195 du Portugal. Cependant, ce qu'il, Monsieur Polo, dit du Japon est très exact. Récit des 2 invasions mongoles au Japon échouées de 1274 et de 1281. C'est juste à cette époque que Marco Polo se trouvait à Kambaluk, l'actuel Pékin, Beijing, Pin, où siégeait la cour du roi de la Tartarie. Il est allé de Kinsei, c'est-à-dire Ancheu, Kanju, Pin, conquis par les Mongols, à Pékin à la fin de la dite guerre. De tout cela, ce qu'il dit du Japon est clairement attesté. Bien que le fait concernant la bataille, armada mongole envoyée contre le Japon, décimée par un typhon en 1274, soit vrai, beaucoup de ce qu'il dit au sujet des mœurs et des choses du Japon est erroné parce qu'il l'avait écrit par ouï-dire, mais le reste ressemble plus ou moins aux faits. Par exemple, le récit du palais royal du Japon, immense et couvert de plaques en or. En effet, à l'époque il existait un très beau palais appelé Taidaeri, sikh, dont les ciselures du toit et des extérieurs étaient couvertes d'or.
Les Tartares ont cru qu'elles étaient en or massif. Parmi les Européens, les Portugais sont les premiers à découvrir le Japon. Ce sont aussi eux qui ont donné à l'Europe de vraies informations sur cet archipel, après l'occupation de Malacca par Afonso de Albuquerque, 14 591 515, le deuxième vice-roi de l'Inde. En 1518 SIC, en réalité en 1517, Fernão père de Andrade se rendit en Chine accompagné de l'ambassadeur Tomé Pires, envoyé par le roi Don Manuel, règne 1495 à 1521 au roi de la Chine. Durant son séjour en Chine, il a eu seulement des informations sur l'archipel de Ryukyu. Ces îles se trouvent sur la prolongation de l'archipel du Japon et en sont proches. Leur roi étant d'origine japonaise, elles appartiennent au Japon. Pour découvrir le Japon, Andrade envoya un navire où un certain Roré Mascarenhas était embarqué comme capitaine. Or c'est en 1542, souligné par nous, que l'on a eu la première information sur l'archipel du Japon, comme c'est écrit dans le livre intitulé De Varios, plus exactement, Tratado de Todos Descobrimentos d'Antonio Galvão. D'après ce livre, en 1542, Antonio da Mota, Francisco YZ Imoto et Antonio Peixoto sont allés de Siam en Chine dans une jonque. C'est l'année où Martim Afonso de Souza gouvernait l'Inde, note de J. Rodriguez T. La même année, le bienheureux père Francisco Xavier arriva à Goa. Ils ont été surpris par une grande tempête. On l'appelle en chinois Typhon, en japonais Tefu. À cause de ce typhon, la jonque où les 3 Portugais étaient embarqués, après avoir dérivé 24 heures, a perdu entièrement ses équipements et a continué à dériver sans perspective de secours. Plusieurs jours après, elle fut transportée parmi les îles de l'archipel du Japon. Au sujet de cet archipel, aucune information exacte et véridique n'était connue en Occident. Ce bateau entra dans un port d'une des îles sur la mer de Satsuma, appelée Zanegakushima, Tanegashima. C'est là que les Portugais ont enseigné le mode d'utilisation de l'espingole, gros fusil court à canon évasé, qui fut diffusé dans tout le Japon. Le nom des Portugais, qui ont enseigné sa méthode de fabrication, est transmis dans l'île même maintenant. Fernão Mendes Pinto, v. 1510 à 1583, dans son livre de fiction Peregrinação, publié en 1614 à Lisbonne, prétend avoir été lui-même un de ces hommes, mais c'est faux comme beaucoup d'autres choses de ce livre. Après cette jonque, un autre navire est allé à Bungo avec à son bord des Portugais. Ceci est conforme à ce que notre frère jésuite, japonais Jochen Polo, écrit dans son Dialogos et à ce que nous avons entendu de lui. Notre résumé: le seigneur de Bungo à l'époque était Otomo Yoshiaki, le père d'Otomo Yoshishige d'Isorin, qui se convertit plus tard au christianisme. Depuis lors, de 1542 à 1633 durant 91 ans, le commerce avec les Portugais continue. Parmi les théologiens de nos jours, il y a ceux qui pensent que la Bible parle de l'archipel du Japon en langue ancienne. Les lettres et le contenu du chapitre 18 de Ésaïe sont de tels cas. Traduit de João Rodrigues Tsuzu, Historia da Igreja do Japão, t. 1 ch 4, d'après la traduction japonaise par Sano Yasuhiko, de la copie de l'original à la Biblioteca da Ajuda de Lisbonne, que Sano confronta avec l'édition de Macao, 1954-55e, et l'édition critique de João do Amora Labranches Pinto, publiée dans le tome 1 des Daikokai Jidai, Temps de grande navigation, IX. Tokyo Iwanami Shoten, 1967, pp 182 à 187. Partie 1. Rencontre et ECHANGES, entre EUROPEENS et japonais. TEMOIGNAGES. Chapitre 1. Premier TEMOIGNAGES sur les mœurs et coutumes japonaises. Nous citons ici quelques témoignages, écrits dans la période 1545 à 1551, sur les mœurs et coutumes japonaises. Nous revenons dans la partie 3 sur les écrits à propos du christianisme. 1. Pero Diez, marchand galicien, venu au Japon en 1544, témoignage noté par le commissaire Garcia de Escalante, présenté au viceroy de la Nouvelle-Espagne en 1548 et transmis au roi d'Espagne. Texte cité traduit de Kaishino Isashi,
Seiyojin no Nihonhaken, découverte du Japon par les Européens. Tokyo Yoshikawa Kobunkan, 1988, pp. de 7 à 30. Pero Diez est venu de la Islas de Japan, à Bornéo dans une jungle chinoise. Villalobos, amiral de l'expédition envoyée par le viceroy de la Nouvelle-Espagne pour trouver la voie maritime par le nord des Philippines à l'Anne. Son navire échoua aux Moluques, lui demanda un rapport écrit. Fidèle au roi d'Espagne, Diez l'envoya à l'amiral, puis vint à Tidore et lui raconta le récit suivant que Garcia de Escalante nota. En mai 1544, Pero Diez est parti de Patani dans une jungle chinoise, arriva à Chincheo, ch. Zhangzhou, sur la côte chinoise. De là il alla à Longpu, ch. Ningpo, ensuite à Nankin, Nanjing, Dans ces villes, il y a des maîtres et des fonctionnaires ainsi que des écoles pour étudier les sciences et pour apprendre la lecture et l'écriture. Ils ont peu d'armes, parce que le roi interdit la possession des armes. De là ils sont allés à l'île de Japan. Celle-ci se trouve à 32 degrés nord, à 155 legas de Ningpo et gît à peu près de l'est à l'ouest. Cette terre est très froide. Les villages qu'ils ont vus sur la côte étaient petits. Chaque île a son seigneur, mais île Diez n'a pu dire où se trouvait le roi de tout le territoire, l'empereur du Japon. Les habitants de ces îles sont beaux, blancs, barbus et ont la tête rasée. Ils sont des gentils païens. Leurs armes sont les arcs et les flèches, auxquels ils ne mettent pas d'herbe, empoisonnant. Ils, les villageois, n'ont ni sabre ni lance. Ils lisent et écrivent comme les Chinois, et leur langue ressemble à l'allemand. Ils élèvent les chevaux pour l'équitation. Les femmes portent un habit de laine comme serge, comme l'a vu Francisco Vasque de Coron, 1510 à 1550, sur le lieu de son expédition. Nueva Galicia, Arizona, Nuevo Mexico, 1540 à 1542. Les gens de la classe supérieure portent les vêtements de soie, de damas, de satin ou de taffetas. Les femmes sont très blanches et belles. Elles ne portent rien sur la tête et s'habillent en laine ou en soie comme les Castillanes, chacune selon sa classe sociale. Les maisons sont faites de pierre et de terre. L'intérieur est peint en blanc. Leurs tuiles sur le toit sont pareilles aux nôtres. Leurs maisons sont de quelques étages et ont des fenêtres et des couloirs. Ils ont toutes sortes de nourriture, des animaux domestiques et des fruits comme au continent européen. Il y a abondamment de sucre. Ils élèvent des aigles et des faucons pour la chasse. Ils ne mangent pas de bœufs. Leur terre est riche en fruits et en melons. Ils cultivent le sol en utilisant des faux et des bêches. On pêche beaucoup de poissons dans ces îles. Leur richesse est de l'argent dont ils possèdent des masses. Sa Majesté dit que l'on a vendu le poivron de 10 quintals à 6000 ducados. Diez a vu très peu d'or dans ces îles, mais une grande quantité de fer et de cuivre. Il a vu dans une petite île sur la côte chinoise un monastère. 2. Jorge Alvarez, capitaine et marchand portugais. Séjour de 6 mois à Satsuma du Japon en 1546, encore un rapport sur diverses choses du Japon. Titre donné par Garcia de Sá qui édita le manuscrit en portugais. Rapport rédigé en décembre 1547 à la demande de François Xavier, son ami. Alvarez a sauvé Anjiro, ou Yajiro, un Japonais poursuivi pour meurtre, en le cachant dans son navire, l'a emmené jusqu'à Malacca, l'a initié au christianisme et selon le souhait d'Anjiro qui voulait obtenir le pardon de son péché, l'a présenté à François Xavier. Alvarez et Anjiro ont joué un rôle décisif dans l'évangélisation du Japon en la recommandant à Xavier. Le Japon promet, lui aurait dit Alvarez, un grand résultat pour l'expansion de notre sainte foi. François Xavier lui a demandé d'écrire un rapport sur le Japon, ce qu'il a fait en moins d'un mois, d'après son expérience au Japon, en 1546, et d'après ce qu'il a entendu d'Anjiro et de 2 autres Japonais. Il décrit avec curiosité et objectivité la géographie, le climat, les animaux, les plantes, les produits agricoles, l'habillement, la nourriture, le logement, la vie sociale, les institutions, les mœurs, les coutumes et les religions du Japon. Son écrit est considéré, après le rapport de Pero Diez, comme un des premiers témoignages sur la société japonaise du XVIe siècle. Il a signalé à François Xavier que les Japonais ont de la curiosité intellectuelle et sont rationnels, ce que le missionnaire a pu constater lui-même. Alessandro Valignano, jésuite italien et vice-titador inspecteur des missions en Extrême-Orient qui a séjourné au Japon,
l'a également reconnu et cela a servi de base à son orientation missionnaire au Japon, appelée accommodatio, équivalente d'inculturation selon l'expression d'aujourd'hui. Jorge Alvarez a hébergé François Xavier et son serviteur chinois chez lui pendant 2 mois, à l'île de Shanchuan, si. Sanju, Pin, en Chine en 1552 pendant qu'ils attendaient de pouvoir entrer en Chine d'après Kaishino Isashi. Jorge Alvarez et les informations sur le Japon 1547, Inseyojin no Nihonhaken 1988, pp 46-54. Climat. Voici ce que j'ai pu connaître sur la terre du Japon. Le port où j'ai séjourné se trouve à 32,75 nord, en réalité 31,12, et constitue la presqu'île du Nil. Cette terre du Japon tremble de temps en temps et abonde en soufre. Il y a beaucoup d'îles volcaniques qui fument toute l'année et projettent du feu de temps en temps. Le vent souffle très fort ici et la tempête se lève souvent. Chaque année, en particulier en septembre, le vent très violent, le typhon attaque si fort qu'il n'y a pas moyen de l'affronter. Les maisons japonaises de cette région sont basses à cause du vent et sont bien construites avec des planches de bois. Les maisons sont hautes de 1 kovod 66 cm du sol. Physionomie des hommes. La plupart sont de taille moyenne, ont une carrure solide et sont très forts pour les travaux manuels. Leur visage est bien fait et de teint clair. Les hommes de haute condition ont la barbe courte comme les morts et ceux de basse condition la laissent pousser. D'ordinaire, tous les hommes se font épiler les cheveux sur la tête jusqu'aux oreilles et les laissent pousser derrière la tête. Ils nouent les cheveux laissés longs. À aucun moment, ils ne portent jamais rien sur la tête. Notre résumé, sauf les hommes âgés, ils portent un kimono à manches courtes, des pantalons amples, hakama, japp, et une veste légère, aori, japp, où sont peints des dessins élégants. Ils portent des sandales de paille et laissent découverte la moitié de leurs pieds, ce qu'ils considèrent chic. Leur tempérament et leur caractère. Ils et les samouraïs sont très fiers et dangereux. L'ordinaire, jeunes et vieux, tous portent un sabre. Leur coutume est de porter le sabre à partir de 8 ans. Ils possèdent beaucoup de lances, de hallebardes et de bisarmes. Généralement, ils sont excellents au tir à l'arc comme les Anglais. Ils portent des armures en cotte de mailles et en fer, très fines et colorées. Les gens ne sont pas avides et sont très gentils. Si vous alliez dans leur pays, les gens de la plus haute condition vous inviteraient à prendre des repas et passer la nuit chez eux. C'est comme s'ils voulaient vous faire entrer dans leur cœur. Mais, si une fois ils décident de poser des questions, ils sont très curieux de savoir beaucoup de choses sur notre pays. Ils ne sont pas envieux. Ils ont l'habitude de s'asseoir en tailleur, les jambes croisées. Ils s'attendent à recevoir la même hospitalité que celle qu'ils vous ont offerte. Ils abhorrent le vol et tuent le voleur même s'il s'agit de 5 ou 6 tangas. Un tanga est un 6e ou un 7e tael, le tanga étant la monnaie de l'Asie du Sud. Leur alimentation. Ils prennent 3 repas par jour. Chaque fois, ils ne mangent que très peu, et presque jamais de viande. Leur nourriture est le riz, la fève, les petits pois, le millet, le panic, l'igname et le blé. Ils semblent le manger en bouillon. Je ne les ai pas vus cuire du pain. Ils boivent de l'eau-de-vie de riz, shochu, japp, et une autre boisson que tout le monde boit, le saké. Je n'ai vu aucun ivrogne. Ils mangent du fromage fait de soja. Ils s'assoient comme les morts et mangent comme les Chinois avec les baguettes. Chacun mange la nourriture en la prenant dans un bol laqué, et un bol en porcelaine. En été, ils boivent du thé chaud de blé et en hiver une boisson faite de différentes sortes d'herbes. En hiver ou en été, ils ne boivent jamais d'eau froide. Leurs mœurs. Ils n'épousent qu'une seule femme. Les hommes de haute condition et les riches ont des esclaves féminines pour qu'elles s'occupent d'eux. Leur mariage est célébré par un prêtre, shintoïste. Ils sont sévèrement punis s'ils ne se marient pas, sans faire appel à un prêtre. Si l'épouse est paresseuse ou infidèle, le mari la renvoie chez ses parents lorsqu'ils n'ont pas d'enfants. Quand ils ont des enfants, il peut tuer sa femme quels que soient ses défauts. Même s'il la tue, il n'est pas puni. Par conséquent, elles sont de très bonnes maîtresses de maison. Il n'y a pas de prison ici. Chacun peut faire lui-même la justice chez soi. Dans cette région, il y a quelques esclaves prisonniers de guerre et des gens en captivité, pris en gage pour un prêt usurier à taux très élevé. Ils se réjouissent de voir des Noirs, en particulier les Kafirs, indigènes d'Afrique, non musulmans. Certains sont venus les voir d'aussi loin que 1520 legas, 75 à 100 km.
Ils expriment beaucoup d'égards envers eux pendant 3 ou 4 jours. Leur coutume sociale. Les gens estiment beaucoup leur Seigneur qui est très vénéré. Les fils des personnes de la plus haute condition, bien traités dans la seigneurie, le servent. Lorsqu'ils, les sujets, reçoivent ou passent des choses à leur Seigneur, ils le font les mains au sol et à genoux. On apprécie beaucoup de parler doucement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.